Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que c'est réciproque. Vous vous sentez bien, vous êtes assis confortablement sur votre canapé avec un bon café bien chaud. Super. Alors aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, c'est légende. Nous avons déjà évoqué la légende du lac de Fourvière, ensuite nous avons parlé de la légende du Macheroute, et bien aujourd'hui nous allons nous attaquer à une légende du Beaujolais, celle du Mont Tourvéon avec la légende de Ganelon. Terre de vignes, de vin et de bonnes vieilles histoires à raconter quand ça chauffe en soirée, le Beaujolais fourmille de légendes locales qui le rendent si pittoresque, et si bien entendu certaines sont plus vérifiables que d'autres, c'est l'ensemble qui contribue à la constitution d'une culture locale et ce faisant, à forger son identité. Nous retrouvons après la visite de la zone humide des Monneries les sommets du Beaujolais. Le mont Tourvéon, culminant à 944 mètres d'altitude, est en quatrième position parmi les plus hauts sommets du Beaujolais, derrière le mont Saint-Rigaud, 1009 mètres, le mont Monet, 1001 mètres, et la roche d'Ajoux, 970 mètres. Il est situé sur les territoires de Chenelette, Saint-Didier-sur-Beaujeu et Vernet, dominant le Brionnais, le Charolais, le Clunisois et le Mâconnais. Au sommet subsistent les restes d'une ancienne forteresse qui aurait été rasée au cours du IXe siècle sur ordre de Louis le Pieux, dit la légende, la forteresse de Ganelon. Bien que vous ne soyez pas forcément féru d'histoire, il est possible que le nom même de Ganelon vous évoque quelque chose, hein, si vous vous intéressez par exemple à la mythologie médiévale ou même plus simplement à l'univers des jeux vidéo. Effectivement, le personnage donc de la série The Legend of Zelda Ganondorf aurait été inspiré en fait du personnage de Ganelon, autant par son nom que par certains traits de caractère ou encore son histoire. Alors, je ne suis pas spécialiste non plus de cette série, donc si vous voulez apporter quelques précisions à ce sujet, hein, si vous voulez confirmer ou infirmer cela, je vous laisse le soin donc de le faire en commentaire. Quant au Ganelon qui nous intéresse, c'est un personnage littéraire de la chanson de Roland, poème épique et chanson de geste du XIe siècle, attribué sans certitude à Thérould ou Turold si l'on en croit l'hypothèse selon laquelle ce personnage apparaîtrait dans la tapisserie de Bayeux et qui au passage est une broderie. La chanson de Roland fait partie d'un ensemble de légendes provenant de France puis de l'Europe occidentale, Italie, Angleterre et Scandinavie, appelée la matière de France, et à ce titre doit être prise pour ce qu'elle est, un récit légendaire et non une réalité historique attestée. Roland, dit Roland Lepreux, est un guerrier franc, préfet de la Marche de Bretagne, chargé de défendre la frontière du royaume des Francs et, selon la légende, neveu de Charlemagne. Son personnage est associé à son épée Durandal, à son cheval veillantif et à son corps un olifant. Olifant qui aurait été conservé, selon la légende, dans le monastère de l'île Barbe situé à Lyon, pour l'anecdote. Car il y a deux personnages. Celui de l'histoire réelle, décrit par Réginard dans la vie de Charlemagne, écrite entre 829 et 836, soit quelques années après la mort de Charlemagne en 814, et qui explique que Roland a trouvé la mort au col de Roncevaux, dans les Pyrénées, le 15 août 778, lors d'une embuscade tendue par les Vascons. Effectivement, le roi Charles Ier, futur Charlemagne, il n'était pas encore empereur, avait conduit ses troupes à Saragosse, en Espagne, à la demande du gouverneur sarrasin de la ville, mais après avoir trouvé les portes de la ville closes, suite au remplacement de ce dernier, il se vengea en rasant les défenses de Pampelune, pourtant chrétienne, et c'est en représailles que les Vascons s'en seraient pris à son arrière-garde, provoquant la mort de Roland. Mais il y a aussi le Roland de la mythologie, celui qui intervient 300 ans plus tard dans la chanson de Roland et où il se fait tuer par des Sarrasins. On est en pleine époque de reconquista espagnole, de développement du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, et on est proche des croisades, ce qui explique ce détournement. C'est dans ce poème que Ganelon intervient. Il y est décrit comme le fils de Griffon, comte d'Hautefeuille, qui venge Loyer, fils de Charlemagne, en tuant Beuve, duc d'Aigremont. Ce dernier est aussi fictif, n'apparaissant que dans la chanson des quatre fils Aymon. Ganelon y est le beau-frère de Charlemagne, dont il a épousé la sœur de qui il a eu un fils, ce qui fait de lui le beau-père de Roland, qu'il trahit en s'entendant avec Marsile, roi musulman de Saragosse, encore un personnage fictif, pour qu'il attaque l'arrière-garde à Roncevaux, pensant alors que Roland voulait sa propre mort. Après l'embuscade, Charlemagne bat les Sarrasins, rentre à Aix-la-Chapelle et y fait juger Ganelon, qui rappelle ses différends avec Roland,
et son absence d'intention de trahison. Suite à un jugement de Dieu, il est déclaré coupable de félonie et est condamné à être écartelé par 4 chevaux. Cependant, c'est une toute autre version que nous avons en ce qui concerne la légende du mont Tourvéon. Tout d'abord, Ganelon en fait n'a pas été traîné en justice à Aix-la-Chapelle, puisqu'il aurait tenté de se réfugier dans une forteresse au sommet du mont Tourvéon, dont il aurait été le seigneur. Et ensuite, en ce qui concerne le mode d'exécution, il est également différent, parce que là, il n'aurait pas été écartelé, il aurait été exécuté en étant enfermé dans un tonneau qui aurait dévalé, on est dans le Beaujolais ici, donc le sommet du mont Tourvéon, jusqu'au village de Chennelet, au niveau de l'église, en contrebas. Alors une fin plutôt agréable, vous me direz, sauf qu'à la place de vin, à l'intérieur du tonneau, il y avait des pointes en acier et des clous. Donc, ce qui rend l'exécution beaucoup moins agréable, vous en conviendrez. Une exécution qui, à l'époque, était d'ailleurs assez commune. La forteresse aurait par la suite été rasée, sur ordre de Louis le Pieux, soit entre 814 et 840. Des traces de murailles, un espace voûté et le tracé d'un fossé subsistent au sommet du mont, mais ne prouvent cependant rien, et surtout pas que la forteresse ait été rasée sous Louis le Pieux. À ce sujet, la mention d'un pagus tolvedonensis, comprenez par là pays de Tourvéon en latin, dans le cartulaire de l'église Saint-Vincent de Mâcon, durant la période 879-884, soit longtemps après Louis le Pieux sous Charles le Chauve, pourrait laisser supposer que le site était encore occupé à l'époque, et qu'il était même le chef-lieu d'une circonscription administrative du royaume de Francie occidentale. Plus tard, au XVIIIe siècle, la carte de Cassini y mentionnera encore la présence d'un château. Mais pour le moment, on n'en sait guère plus, faute de fouilles archéologiques. Revenons au personnage de Ganelon. Ce dernier n'est pas mentionné par Réginard, à la place c'est un certain Loup, duc de Gascogne, qui aurait été le traître et qui aurait été pendu et non écartelé, décidément, comme le dit la légende de Ganelon. Alors pourquoi ce nom de Ganelon, qui s'est substitué au vrai coupable? Et au fait, qui était Ganelon? Eh bien, dans l'histoire, Ganelon, connu aujourd'hui sous le nom de Vénilon, était un archevêque de Sens, accusé de trahison par Charles le Chauve, puis réconcilié avec ce monarque qu'il avait par ailleurs sacré à Reims. Ce Ganelon aurait embrassé le parti de Louis le Germanique en 859, en pleine dislocation de l'Empire carolingien, en échange d'une récompense, faisant de lui un traître. Le nom même de Ganelon est devenu un archétype pour désigner le traître, le félon. Mais ce dernier sera cependant pardonné par Charles le Chauve et mourut plus tard en 865 sans qu'on en sache plus. Et pour finir sur une petite histoire, pour en revenir à la thèse de la destruction du château sous Louis le Pieux, elle aurait été exécutée par un cadet de la famille du comte de Flandre qui devint à son tour seigneur du Tourvéon. Ses descendants, pas peu fiers du fait d'armes de leur ancêtre, auraient pris le nom de Béli-Jossi, que l'on peut traduire par beau jeu de guerre, le premier descendant attesté de cette famille s'appelant Onfroy de Beaujeu. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie, après le confinement bien entendu, d'aller visiter donc cette partie du Beaujolais, notamment la région des Sommets. Donc quant à moi, comme à mon habitude, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo sur un autre thème. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir tout en prenant soin de vous et bien entendu faites attention, ici gardez le moral. Et quant à moi, donc je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Bonne journée, bye bye.